Europe 1. Culture Média de 9h à 11h tous les jours sur Europe 1 avec vous Thomas Hill, et à 9h30 c'est l'heure du journal des médias de Julien Pichelet. Et on commence avec la journaliste Ruth Elkrieff qui reçoit le soutien de nombreux collègues après les attaques de Jean-Luc Mélenchon. Hier, midi 16 sur LCI, Ruth Elkrieff reçoit Manuel Bompard, le coordinateur de la France Insoumise. Il est question de la situation au Proche-Orient et plus précisément de cette déclaration du leader LFI Jean-Luc Mélenchon, selon qui la reprise des bombardements israéliens à Gaza présente tous les indices d'une volonté génocidaire. L'échange est très tendu, écoutez. L'opération de Gaza est d'abord une réponse à l'attaque terroriste du 7 octobre et non le déclenchement, je cite, ex nihilo d'une extermination au moyen d'une catastrophe humanitaire intentionnellement créée. Vincent Duclerc est un des spécialistes historiens des génocides et il s'est exprimé dans le journal Libération. Donc ça mérite débat. Mais bien sûr, ça mérite plus que débat. Et c'est même très grave de lancer ce mot-là. Madame, ça mérite débat, mais si vous voulez qu'on débatte de ce sujet, on en débat sérieusement. Parce que Jean-Luc Mélenchon n'a pas dit il y a un génocide, il a dit il y a des risques génocidaires. Il y a des indices de risques génocidaires. En suivant l'émission, Jean-Luc Mélenchon s'indigne, il laisse ce message sur X. Ruth Elkrieff, manipulatrice, si on n'injurie pas les musulmans, cette fanatique s'indigne, quelle honte. Bravo à Manuel Bompard pour la réplique. Elkrieff réduit toute la vie politique à son mépris des musulmans. Fin de citation. Le groupe TF1, maison mère de la chaîne d'information LCI, a aussitôt répondu sur le même réseau pour défendre ses journalistes. Le groupe TF1 soutient fermement Ruth Elkrieff, écrit TF1, et déplore vivement les invectives odieuses et insinuations déplacées dont elle est l'objet. De nombreux journalistes ont également réagi hier après-midi, comme Pascal Praud de CNews et d'Europe 1, qui considère que chaque journaliste de France devrait condamner ces mots à l'encontre d'une de nos consoeurs les plus remarquables. Apolline de Malherbe d'RMC et de BFM a, elle, parlé de danger, des journalistes qu'on cherche à intimider parce qu'ils seraient juifs. Ils ne seraient donc pas objectifs. Il faut dénoncer collectivement ces pratiques qui menacent la liberté d'information et la démocratie, a écrit la journaliste. Ce matin, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a réagi lui aussi sur BFM TV. Il estime que Jean-Luc Mélenchon a accroché une cible sur Ruth Elkrieff et il annonce qu'elle va bénéficier désormais d'une protection policière. Et puis on revient maintenant sur les audiences d'hier, puisqu'il y avait la deuxième d'Hugo Décrypte sur France 2. Alors vous vous souvenez, la première du jeune youtubeur sur France 2 avait attiré 1 800 000 personnes il y a un mois. C'était avec Thomas Pesquet le samedi 28 octobre, juste après le journal de 13h. Pour sa deuxième, France Télévisions avait décidé de le changer de case. Comme France 2 diffusait un film avec Virginie Efira à 21h et qu'il devait recevoir l'actrice, eh bien on l'a mis juste après. Bonne idée ou pas ? Avec 621 000 téléspectateurs, l'audience, Thomas, a été divisée par 3 entre le premier et le deuxième numéro. C'est beaucoup. Beau geste de Pierre Lescure, qui habituellement est diffusé après le film, n'a commencé qu'à minuit et a fait un score assez faible, 262 000. On ne connaît pas encore le jour de diffusion du troisième numéro, ni la case qui sera choisie pour Hugo Décrypte. A priori, ça peut changer à chaque fois. Une nouvelle fois peut-être. Bruce Toussaint, qui va animer la nouvelle matinale de TF1 à partir du 8 janvier, a lui fait ses adieux à BFM TV. C'était vendredi, à 11h49, le journaliste rendait pour la dernière fois l'antenne sur la chaîne d'info en continu. Un mot enfin pour vous dire au revoir, car c'est ma dernière ici à BFM TV. J'ai passé 5 années inoubliables grâce à vous et à votre fidélité. Je remercie très sincèrement et chaleureusement la rédaction qui fait un travail formidable chaque jour partout en France et dans le monde pour vous informer. Merci aux équipes techniques, merci à la direction, merci à Marc-Olivier Fogiel. Nous nous reverrons un jour ou l'autre. Bonne journée, bon week-end. Bruce Toussaint qui commencera dans un mois une nouvelle vie sur TF1. Il animera une nouvelle matinale info à partir du 8 janvier. D'ici là, ça bosse. À TF1, on est en train de constituer l'équipe de chroniqueurs et de journalistes qui travailleront pour cette nouvelle émission. On sait déjà que Maud Descamps va quitter Télématin pour TF1. Thomas Soto nous l'a confirmé, c'était vendredi dans Culture Média. Karima Charny est également pressentie. Une rumeur parle de Valérie Damido. Alors je l'ai contacté, Thomas, mais elle m'a assuré que personne de TF1 ne l'avait encore appelé. Bon, bref, tout est encore un petit peu flou. À 5 semaines du coup d'envoi de l'émission, on ne connaît pas non plus le nom de la matinale ni ses horaires précis. Rien n'est encore arrêté. C'est une sacrée course contre la montre à laquelle participent en ce moment les équipes de TF1 pour que tout soit prêt, bien sûr, le 8 janvier. La suite de ce journal des médias avec Sébastien Toen, de retour sur Canal+, ce sera dans quelques jours. 3 ans après avoir été écarté de l'antenne, l'humoriste est revenu ce week-end sur son retour prochain à Canal+, lors d'une interview accordée au Figaro. La direction de Canal m'a rappelé pour prendre un verre, m'a proposé de revenir. Sur l'instant, j'y croyais pas, mais c'est pourtant bien vrai, a précisé l'ancien membre d'Action Discrète dont le départ de Canal+ avait fait du bruit en 2020. La vie d'entreprise, c'est comme les histoires de couple, commente Sébastien Toen. On s'aime, on ne s'aime plus, puis on se retrouve. Il n'y a pas de guerre, dit-il. On le verra d'abord le 21 décembre
décembre à 22h45 pour une carte blanche intitulée Merci Patron. Ça promet, c'est une fiction dans laquelle Sébastien Toen s'imaginera directeur des programmes de Canal+. Oula. En 2024, il devrait également être au centre d'une série documentaire comique intitulée L'Agence Tourisme. Dans les 2 programmes, Toen sera accompagné de son camarade, autre humoriste Baptiste Le Caplin. Et puis on connaît la composition du jury des Miss France et il sera à 100% féminin. Alors Jean-Pierre Foucault sera le seul homme de la soirée, le 16 décembre à Dijon. On savait déjà que Sylvie Tellier présiderait le jury, mais on ignorait qui entourerait l'ancienne patronne des Miss. Il y aura Adriana Carambeu, Nolwenn Leroy, Estelle Mosley, Élodie Pou, Stéphie Selma et Nina Métayer. Ce sont elles qui devront départager avec les téléspectateurs les 30 candidates en lice. J'en profite pour dire que juste avant de partir en Côte d'Or, Jean-Pierre Foucault viendra passer 1 heure avec nous dans Culture Média. Ce sera mercredi prochain, le 13 décembre. On a hâte. On l'adore, Jean-Pierre Foucault, qui vient d'ailleurs de finir le tournage de Meurtre sur la Côte Bleue pour France 3. Carton en vue, l'animateur star de TF1 a obtenu une autorisation spéciale de sa direction, lui qui est en CDI sur la première chaîne. C'est un carton garanti puisque la série des Meurtres réunit à chaque fois au moins 3 millions de téléspectateurs. Alors c'était sa première expérience dans un téléfilm, Jean-Pierre Foucault, qui a joué le rôle d'un architecte. Il était dans son élément puisque cet épisode a été tourné presque en bas de chez lui, à Caril-Rouet, près de Marseille. Écoutez-le. Écoutez, je suis content de l'avoir fait, je suis content que ce soit terminé, mais ça m'a torturé l'esprit pendant des jours et des jours. Le muscle appelé mémoire ne travaillait plus depuis de longues années, apprendre par cœur des répliques, etc., savoir où placer ses mains quand on marche, voilà, c'est une discipline tout à fait différente de celle de la télévision, mais je ne regrette pas franchement de l'avoir fait. J'étais à la maison, puisque ça a permis aux producteurs d'économiser une chambre d'hôtel tous les soirs. Je vise Hollywood, soyons clairs. Est-ce qu'il a accepté de tourner dans son téléfilm uniquement parce que c'était tourné en bas de chez lui? C'est ce que je lui ai demandé. Est-ce qu'il aura accepté, par exemple, Meurtre à Roubaix? Pas sûr. Ouais. Ah non, Meurtre à Roubaix, mais non. Non. Meurtre à Caril-Roubaix, à côté de Marseille, c'est crédible. Beaucoup d'humour, Jean-Pierre Foucault, évidemment. Rendez-vous donc mercredi prochain pour en savoir peut-être un petit peu plus sur ce téléfilm qui sera diffusé en 2024. Et puis on termine ce journal des médias par votre avis. Ce sont les ados qui ont la parole aujourd'hui, Julien. On va revenir sur la protection des ados sur les réseaux sociaux. Vous savez que Meta, maison mère de Facebook et d'Instagram, avait mis en place ce week-end à Paris une zone destinée aux familles pour apprendre aux parents comment protéger leurs enfants et prévenir les dangers qui existent et qui sont nombreux sur Internet et peut-être encore plus sur les réseaux sociaux. D'après une étude de Médiamétrie, les enfants reçoivent leur premier téléphone portable à 9 ans en moyenne. D'après cette même enquête, plus de 65% des jeunes de 11 à 14 ans ont déjà leur smartphone. Quand on arrive au lycée, là, c'est un pourcentage qui dépasse les 90%. Ont-ils besoin d'un contrôle parental? Alexandre Omar est allé demander à ses ados si leurs parents surveillaient ce qu'ils faisaient sur les réseaux sociaux. Quand j'étais plus jeune, oui, ils contrôlaient un peu, mais maintenant, vu que j'ai grandi, ils me font confiance et du coup, ils me laissent tranquille, quoi. J'ai pas vraiment beaucoup de réseaux sociaux, j'ai que WhatsApp, et sinon, non, ils surveillent pas. Après, moi, j'ai un grand âge, j'ai 18 ans aujourd'hui, donc je pense que ma mère devrait plus avoir accès à mon téléphone. Quand j'avais à peu près dans les 13-12 ans, en soi, ma mère contrôlait ce que je faisais pour éviter de me taper la honte, entre guillemets. J'ai été concerné, mais pas à une grande échelle non plus. Mon père, avec le contrôle parental, il voit qu'est-ce que je regarde et pour être sûr que je regarde quelque chose de pas plus grand que moi. Et t'as déjà essayé d'enfreindre la règle? J'ai déjà essayé, mais j'ai pas pu. Non, pas forcément. Genre, ils regardent pas, mais si par exemple je vais sur des sites bizarres... Là, il y aura le contrôle qui va arriver. Voilà. Ouais, c'est ça. Vous faites le contrôle, vous, Thomas, avec vos enfants? Ah oui, j'ai mis le contrôle parental en place à Anissa aussi, non? Oui, bien sûr, on surveille de près. Il faut faire gaffe quand même. Merci beaucoup, Julien, pour ce journal des médias.